Oui, Ruf oui, oui. en allemand, qui veut dire Oui. à la fois vocation, répondre à un appel, rufen, mais en même temps qui est employé dans la langue ordinaire comme occupation, poste qu'on occupe, etc. Moi, de mon côté, j'ai travaillé beaucoup sur les notions de crise, d'absence de projet, de perte de projet, etc., en m'appuyant sur les travaux d'Henri Maldinet, bien sûr, mais en amont aussi de Heidegger, puisque Heidegger, en 1927, dans son premier livre qui a un immense succès, Sein und Zeit, c'est-à-dire être et temps, il distingue trois dimensions de l'existence, qu'il appelle les existentiaux, autour du verbe werfen, qui en allemand veut dire jeter. Et donc, nous serions, dès notre naissance, en quelque sorte, jetés dans le monde, geworfen, geworfenheit, et jetés dans le monde à partir de quelque chose que nous n'avons pas choisi, nos parents, notre lieu de naissance, etc., ce que par la suite, en français, on appellera la facticité, le fait d'être fait comme ça. Voilà. Ça, c'est le premier existentiel, en quelque sorte, ce qu'on n'a pas choisi, ce dont on hérite à la naissance. Et le deuxième existentiel, c'est précisément le projet. À partir du verbe werfen, jeter, projet, ou en allemand, se dit Entwurf, c'est-à-dire, d'une part, être jeté, mais en même temps, Ent, ça veut dire s'extraire de, s'arracher à. Il n'y a pas, c'est intéressant, il n'y a pas de projet vers l'avenir qui ne soit en même temps un arrachement à l'ici maintenant. Ça me paraît fondamental, parce que pour avoir travaillé il y a de nombreuses années dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement professionnel, j'avais beaucoup d'élèves qui, par exemple, refusaient, qui habitaient Roubaix ou Tourcoing, et refusaient d'envisager une seule seconde d'aller travailler à Lille, hein, parce que c'était leur sortir de leur milieu naturel, natif presque. Enfin, le troisième existentiel d'Heidegger, c'est ce qu'il appelle le Verfallen, c'est-à-dire de tomber, tomber, être déchu. Alors évidemment, en français, déchoir, ça veut dire c'est entaché de honte, d'échec, etc. Mais précisément, on ne peut pas faire, me semble-t-il, de philosophie ou d'anthropologie du projet sans envisager évidemment la question de l'échec, à condition de ne pas le réduire à un échec moral ou social. Voilà, donc ça c'est un cadre de réflexion que l'on trouve développé notamment chez Maldinet, qui rattachait l'existence en disant existence, ça veut dire hors de, exister, disait Maldinet, c'est avoir sa tenue hors de soi. Mais en même temps, et je termine là-dessus, tout ça est bien joli, mais vous avez des personnes, des adolescents, des adultes, qui n'ont pas de projet. Et qui n'ont pas de projet, surtout si personne ne leur demande s'ils ont un projet. Ou des gens qui n'osent pas formuler un projet. Il faut dire aussi que la façon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la façon dont on présente la rédaction ou l'entretien sur un projet repose en fait sur quelque chose que là aussi Heidegger appelait l'authenticité, mais que j'appellerais moi simplement la réponse à la question qu'est-ce que tu veux faire? Ou est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Parce que il nous est arrivé à tous, et ça arrivera à toutes les générations, de s'engager dans une voie qui n'est pas la nôtre. Et on peut s'en rendre compte plus ou moins tard, parce que être soi ne va pas de soi, justement. Hein. J'ai trouvé une bonne définition dans un livre sur Heidegger de déchoir. Et la définition, c'est déchoir, c'est fuir devant soi. C'est beau ça, parce que effectivement, être authentique au sens où on l'entend aujourd'hui de manière un peu bête, en confondant tout, le biologique, le sain, etc. Mais être soi-même,
vous savoir vraiment ce que l'on veut est une chose, qui ne va pas justement de soi. Parce que ce qu'inspirent ces considérations anthropologiques, très générales, Oui, hein. oui, oui, tout à fait. Euh, alors, je veux dire que Heidegger a un statut particulier dans les citations des théoriciens de l'orientation. On va dire qu'il est, je prends par exemple l'exemple de Jean Guichard, que je connais bien, qui a été un petit peu, entre guillemets, mon aîné sur le terrain de la question de l'orientation. Je dirais Heidegger, toujours cité, jamais, jamais lu. Bon. À Mmh. la différence de Sartre, l'existentialisme est un humanisme et probablement, alors c'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'existentialisme est un humanisme et être étant de Heidegger, le rapport à l'œuvre ne peut pas être le Mmh. même, mais il Mmh. y a une sorte de popularisation, de diffusion, sans toujours que ça soit rapporté à l'œuvre elle-même, de l'existentialisme est un humanisme. Et on peut dire, tout au moins, que la génération qui est la mienne, c'est-à-dire à partir des années 80 jusqu'à nos jours, dans le domaine de l'orientation, c'est très certainement plutôt la figure de Jean-Paul Sartre à travers cette dimension existentielle de l'orientation qui a prévalu, si je puis dire, sur l'héritage d'Heidegger. Cela étant dit, pour aborder sur un plan historique fondamental la question de l'orientation, Heidegger est une figure majeure, mais il faut dire que les travaux d'histoire de l'éducation en orientation sont extrêmement faibles. Je crois que je dois être l'un des rares, sinon le seul, à avoir fait à la fois un doctorat et une habilitation en soulignant la dimension temporelle essentielle sur l'orientation, mais en prenant ça sur un empan très large. Donc, ce n'est plus, disons, ce n'est plus la philosophie et l'anthropologie historique qui sont des disciplines de rattachement pour penser la question de l'orientation aujourd'hui. La question de l'orientation aujourd'hui, elle s'est plutôt détachée de ses fondamentaux anthropologiques pour s'arc-bouter à l'évolution de la psychologie qui a elle-même évolué. Tout à l'heure, j'ai fait référence à la psychologie des tests. Aujourd'hui, il faudrait faire référence à la psychologie cognitive qui aborde ces questions-là avec un autre regard. Bon. Il y a aussi un autre élément qui joue, c'est la terminologie, tout au moins à travers la traduction française, être jeté, déchoir. Aujourd'hui, bon, on va dire les praticiens ou les praticiens chercheurs en orientation se rapproche davantage au courant de ce qu'on pourrait appeler la pensée positive et la psychologie positive. Chez Heidegger, il y a la question de la mort. La question de la mort est complètement évacuée chez les théoriciens de l'orientation. On considère que l'orientation, c'est plutôt une question de jeunesse, de projet, donc on a une vie indéterminée, sinon éternelle, devant soi. Et donc l'idée que il peut y avoir une confrontation avec la mort, sa propre mort, à travers des maladies qui mettent en cause la santé ou la mort de notre proche, c'est un horizon aujourd'hui qui paraît irréel chez les praticiens de l'orientation. Donc ça, c'est un point important qui est en contradiction flagrante avec l'évolution de notre société. Notre société elle vieillit. Le phénomène de seniorisation est de plus en plus aujourd'hui réfléchi. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et donc, cette question de la mort, c'est un horizon qui va se rapprocher. Mais quand on dit formation de la vie, c'est certainement pas en lien avec ça. Donc, premièrement, il y a une question de vocabulaire, de traduction. Deuxièmement, l'idéologie sous-jacente, c'est plutôt une idéologie de la résilience, de la pensée positive, etc. Ça, c'est un point important. Troisième élément, c'est qu'il y a l'idée que l'individu en soi n'est rien. Ce qui fait la valeur d'un individu, c'est le fait qu'il est en interaction sociale permanente dès la vie intra-utérine avec ses semblables. Et quand on met en mots ces interactions sociales, on le pense aujourd'hui non plus à travers l'essentialisme, c'est-à-dire je suis doué ou j'ai reçu un talent pour telle ou telle chose, mais à travers le constructivisme. Alors, il y a plusieurs courants constructivistes, ce serait plutôt l'idée d'une co-construction. Donc, s'il faut résumer aujourd'hui les échanges des praticiens-chercheurs dans le domaine de l'orientation, alors je limite ça au contexte francophone. Hein. Je ne prétends pas faire un discours qui a une portée universelle, parce je pense qu'il y a une dimension culturelle et interculturelle qui est très importante dans l'orientation. Je n'ai pas pu l'aborder, puisque je ne pouvais pas tout aborder. J'ai privilégié Mmh. la dimension historique, mais cette dimension historique, je l'ai cadrée
dans le cadre de l'Europe du Nord-Ouest. Je ne l'ai pas cadré avec les pays de l'Est, je ne l'ai pas cadré avec l'Afrique, etc., etc., sauf quelques étudiants francophones, mais africains, mais bon, c'est très marginal. Donc, je pense qu'il faudrait intégrer la dimension culturelle et interculturelle et prendre en compte la nouvelle épistémologie qui s'impose chez les professionnels aujourd'hui, c'est le refus de penser en termes d'essence, le refus d'envisager la dimension ombre de l'orientation, c'est-à-dire, on aurait dû commencer par ça d'ailleurs. Quelle est l'étymologie de la notion? Ça renvoie à la lumière, l'Orient, le levant, le lever. Euh, euh, c'est vraiment, il y a une dimension lumière qui est fondamentale. Or, peut-on penser la lumière sans l'ombre? Il y a là une impossibilité théorique. Donc aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est l'interactionnisme social et le constructivisme, avec l'idée que l'orientation est un processus. Voilà, ça c'est, il y a une sorte de nouvelle dogmatique. L'orientation est un processus, donc elle est de moins en moins un arrêt sur image en fin de cinquième, enfin en fin de CM2 pour l'entrée en sixième sur examen, c'est notre génération, ou après la cinquième, ça a été pour nos aînés, et maintenant pour nos enfants, c'est le bac et l'après-bac. Donc aujourd'hui, l'orientation est un working progress, c'est-à-dire un processus indéterminé, quelque chose de très fluide, de peu saisissable, avec l'idée que, bien sûr, il y a des déterminations sociales, mais ce qui compte, c'est l'individu et sa capacité de saisir des opportunités dans des contextes les plus variés. Et c'est là qu'entre en confrontation la thématique du projet. Parce que pour qu'il y ait projet, il faut qu'il y ait possibilité d'anticipation. Pour qu'il y ait projet, il faut une histoire avec un début, enfin, une dramaturgie. Bref, il faut des points d'appui. Or, aujourd'hui, plus encore aujourd'hui qu'hier, nous sommes confrontés avec des scénarios d'orientation totalement imprévisibles, inouïs, impensables. Et donc, l'idée, alors on fait reposer à l'individu ici et maintenant, on lui attribue un pouvoir quasiment démiurgique, eh ben, de trouver des solutions à des problématiques pour lesquelles on n'a plus de cadrage à transmettre. Je pense que ça, c'est un point important. Donc, de ce point de vue-là, la pédagogie de l'orientation ou l'approche éducative et psychopédagogique de l'orientation, ce sont des courants qui existent, ils sont extrêmement minoritaires, et j'en suis le témoin puisque j'ai dirigé comme vice-président et comme président une association qui s'appelait Approche éducative en orientation à Montpellier. En fait, c'est vraiment des courants qui sont devenus extrêmement marginaux. Par contre, il y a d'énormes demandes, d'instrumentation, de concret, de vivre des expériences et de raconter des scénarios pour trouver des réponses à des problèmes inédits. Donc l'idée qu'on puisse prévoir, l'idée qu'on puisse anticiper, l'idée qu'on puisse avoir un cadre sur lequel on puisse s'appuyer ou buter contre, aujourd'hui, c'est remis en cause. Et alors, il y a des notions nouvelles qui apparaissent. L'inouï de l'orientation. D'ailleurs, je l'ai utilisé comme quatrième de couverture dans mon dernier ouvrage. Et donc, la notion de projet devient maintenant une injonction paradoxale, avec une dimension sans doute dynamisante, mais beaucoup mettent l'accent sur le fait que ça contribue à épuiser le projet, à épuiser le sujet, et d'une certaine manière, c'est une thématique qui avait ses lettres de noblesse dans les années 80-90, mais qui n'est plus en capacité aujourd'hui de répondre aux enjeux du futur. Voilà. Il me semble que là, il y a un repli de l'approche psychologisante de l'orientation. Alors, pour le meilleur et pour le Oui, pire, je constate, voilà, je ne dis pas c'est bien, oui, je décris un phénomène. Hein, voilà. Mais d'accord. voilà, je peux témoigner d'initiatives qui maintenant voilà, deviennent minoritaires sur ce champ-là, voilà, au profit J'en- je- d'autres idéologies. Hein, voilà. oui, j'entends bien et merci pour